Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous traiter d'un sujet sensible. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison, c'est que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. La deuxième raison est que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Et la troisième et dernière raison, c'est qu'en réalité, avec les indépendances de notre pays, du Congo-Brazzaville et surtout de l'Afrique francophone, la France nous avait retiré les droits et nous a laissé qu'avec les devoirs. Donc on nous avait retiré les droits et on nous a laissé qu'avec les devoirs. Parce qu'un citoyen a des droits et devoirs. Mais là, nous n'avions que des devoirs envers la France et sans les droits et aussi recevoir en retour des droits. Et donc, ce qui pose bien des soucis pour nous-mêmes. Et au regard du dossier que je vais ici vous le traiter avec ce titre provocateur, le président Fulbert Youlou avait-il accepté et signé l'arrêt de mort du Congo-Brazzaville? Et pourquoi? C'est ce que je vais vous expliquer parce que c'est un article paru chez Afrique Éducation et que je vais ici vous le lire. Et pourquoi? Parce que quelque part, quand je regarde ou je vois maintenant en détail les clauses qui ont été signées par soi-disant nos pères fondateurs dans le premier président du Congo, l'abbé Fulbert Youlou, donc on s'est dit qu'on avait des soucis. Et ces soucis-là, je me disais toujours que est-ce qu'ils étaient bourrés ou drogués? À défaut, il y a eu certainement corruption, c'est-à-dire achat de conscience. Donc il y a eu traîtrise, parce que quelqu'un qui a au moins un cerveau, une âme et une conscience, et quel que soit le niveau d'éducation, et que la plupart de ces individus travaillaient déjà au palais Bourbon, qui avaient ils connaissaient déjà quelque part un peu le droit, que chez les Blancs, on ne joue pas aux sentiments ni aux émotions, bien, c'est pas ça qui peut vous libérer. Les Blancs ont mis les sentiments, les émotions, il faut écrire, il y a des accords, hein. Quelqu'un qui vient de mon frère, mon ami, bon, on fait comme ça. Mais si vous restez dans les émotions et les sentiments, et alors là, quand il arrive le contrat, il dit, oh, voilà, le contrat est là. Donc vous êtes surpris. Et donc nous, on se demande sur ces anciens, parce que là, nous, à l'échelle nationale, on a eu des amalgames autour de l'indépendance, puisqu'on disait, oui, dans les réseaux nord, on dit non, c'est Youlou qui aurait trahi le Congo en signant ces accords bidons et qui nous ont engloutis. Bon, alors là, on sort de la géopolitique, où on rentre à l'échelle de la CEMAC. On voit que c'est pareil, c'était tous pareil. On voit à l'échelle d'Afrique francophone, on se dit non, il y a un problème anthropologique. Simplement de non-noirs africains. Et donc on se demande, est-ce que nous avions franchi les barrières de la raison et de la conscience, de la situation et de tout ce qui était vraiment comme une humiliation. Et donc ils avaient signé ça. Donc en signant ça, nous, des générations, on était rentrés dans les pièges. Et donc en lisant ça, moi, mon âme et conscience, s'il y a de tels accords, moi je dis que je ne veux plus aller contester la France. Il faut dire que nous sommes un département d'outre-mer ou territoire d'outre-mer, c'est tout. Il n'y a rien à faire. Tout est là sur le papier. Et donc, je vais ici vous les lire. C'est en votre âme et conscience de comprendre pourquoi la France agit toujours chez nous comme un colon, comme un pompérateur, comme gendarme, comme tout ce que vous connaissez, parce que ça fait partie des accords. Donc moi, si je suis devant là, je lis ça en mon âme et conscience, qui a vécu depuis des années en Occident, qui sait bien que ça veut dire contrat, traité, accord, convention et autres. Donc ça s'écrit, bon, dire que je ne peux plus. Pourquoi contester? Donc nous avions ce problème-là. Donc les anciens, en réalité, ceux qui ont signé ça nous avaient trahis, et nous, l'Afrique francophone, ils nous avaient condamnés. Et donc nous sommes là en train de subir les conséquences
du passé. Comme j'ai dit que le futur, c'est tout simplement le passé et les présents coloniaux, c'est comme dans la génétique. Quand vous avez deux, un sang malade, un sang bien, bon, ben on sait qu'il va faire un enfant moitié bien, moitié malade. Si les deux sangs sont malades, donc c'est ça, l'enfant arrive là, et voilà, c'est le résultat de l'histoire génétique. Donc nous, ici, c'est cette histoire-là, des années 58 jusqu'à 60, qu'on nous a signé ces accords-là, et que nous étions comme bourrés, drogués, les gens sans dignité, sans autre, bon, indépendance. Bon, tcha tcha, indépendant, tcha tcha, ben, vous avez tout compris. Donc Robert Poitiers-Pongou, on parle beaucoup, mais en réalité, lui, il parle que du point de vue géopolitique nord-sud et de la scission, de la division, mais le problème est là. Donc, qui a signé ça? Qui était du nord, du sud, de l'est à l'ouest au Congo qui avait signé, accepté ça? Donc, on revient ça, mais quand on arrive à l'échelle de la zone d'Afrique francophone centrale, c'est-à-dire l'Afrique équatoriale, puis l'Afrique de l'Ouest, on s'est dit qu'il y a eu des moutons noirs. Mais en réalité, on est au cœur de l'histoire de la France-Afrique qui était sous le contrôle des Ouest-Africains, dont Senghor et Houphouët-Boigny. C'est eux qui avaient vendu la mèche. Vous avez tout compris. En réalité, donc, nous devons comprendre quels sont nos droits envers la France, parce que cette histoire-là des 60 ans, on ne peut pas continuer à accepter que nous soyons traités comme des enfants, comme des... Oui, pire qu'une colonie. Hein. Donc on est là vraiment... Donc je vais lire ça. Il y a 11 mesures que l'Afrique Éducation a mis. Je mettrai même le lien en bas, comme ça vous pourrez nourrir le débat. Donc, le président Philbert Youlou avait-il accepté et signé l'arrêt de mort du Congo-Brazzaville, et pourquoi? Il existe des accords signés entre les anciennes colonies françaises et la France. Ces accords concernent de nombreux domaines tels que le militaire, le politique, l'économique. Concrètement, les accords militaires et de défense doivent être signés avec la France et non avec un autre pays, sauf si la France l'autorise. Les ressources du sol et du sous-sol sont d'abord proposées aux entreprises françaises. La formation des militaires africains se fait en priorité dans l'Hexagone, c'est-à-dire en France. Plus grave, 500 milliards de dollars des fonds des 14 pays africains membres de la zone franc sont logés au Trésor français sans autre forme de procès. Bref, bien qu'indépendants sur le papier, les pays francophones d'Afrique noire restent sous l'étroite surveillance de Paris, qui branche est abattue. 1. La dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation. Les États nouvellement indépendants doivent rembourser le coût des infrastructures construites par la France pendant la colonisation. Cet impôt continue 60 ans après les indépendances. 2 sur 11. 2. La confiscation automatique des réserves financières nationales. Les pays africains doivent déposer leurs réserves financières auprès de la Banque de France. Ainsi, la France garde les réserves financières des 14 pays africains depuis 1961. Bénin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal, Togo, Cameroun, Centrafrique, Tchad, Congo-Brazzaville, Guinée équatoriale, Gabon. Les pays concernés sont obligés de garder 65% de leurs réserves de change dans un compte d'opération tenu par le Trésor français, ainsi que 20% supplémentaires afin de couvrir les risques financiers. De plus, les banques des zones CFA imposent une limite de crédit à chaque pays membre équivalent à 20% des recettes d'État
de l'année N-1. Bien que la Banque des États d'Afrique centrale ou la Banque des États d'Afrique de l'Ouest ont des possibilités de retrait supérieurs aux prêts du Trésor français, ces retraits doivent faire l'objet de l'accord du Trésor français. La décision finale revient donc au Trésor public français, qui a lui-même investi les réserves des pays africains pour son propre compte sur la place boursière parisienne. Autrement dit, 80% des réserves financières africaines sont déposées sur un compte d'opération contrôlé par l'administration française. Les deux banques de la zone CFA, BEAC et BCAO, sont africaines par leur nom, mais ne décident aucune des politiques monétaires par elles-mêmes par elles-mêmes du Trésor français. Voilà. Par elles-mêmes, ils ont mis là sur notre photo Ababas Mahama Toli, le gouverneur de la BAC, qui est en fait le gouverneur du Trésor français. Ah d'accord, celui qu'on a vu en photo, donc c'est le gouverneur de la BAC. Ok. Vous allez voir sur le lien qui sera en bas. Pire, les pays eux-mêmes ne savent même pas quelle est la part de réserve financière qui leur appartient en groupe ou individuellement en tant que pays, mais détenu par l'administration du Trésor français. Les gains issus des investissements de ces fonds au Trésor français sont censés être rajoutés à la cagnotte africaine, mais aucun compte n'est donné là au-dessus aux banques ni même aux pays membres. Seul un groupe limité à 6 administrateurs du Trésor français ont connaissance des montants du compte d'opération, du lieu d'investissement, des sommes. Les banques centrales africaines n'ont pas accès à ces informations, déclarait le Dr Gary K. Birch. On estime maintenant que la France détient près de 500 milliards de dollars auprès de son trésor. Elle est donc prête à tout afin de combattre toute personne qui chercherait à faire la lumière sur le compte obscur de ces vieilles empires. Les pays africains ne disposent pas d'accès à cet argent. La France leur permet d'accéder à seulement 15% de cet argent chaque année. Si elles ont besoin de plus que cela, ils doivent emprunter de l'argent supplémentaire à partir de leur propre 65% du trésor français à des taux commerciaux. De plus, la France impose un plafond sur le montant de l'argent que les pays peuvent emprunter dans leurs réserves. Le plafond est fixé à 20% de leurs recettes publiques de l'année précédente. Si les pays ont besoin d'emprunter plus de 20% de leur propre argent, la France dispose d'un droit de veto. 3. Le droit de premier refus sur toute ressource brute ou naturelle découverte dans le pays. La France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre de ses ex-colonies.
Et ce n'est qu'après que la France ait dit « Je ne suis pas intéressé que les pays africains sont autorisés à chercher d'autres partenaires. » 4. Priorité aux intérêts et aux entreprises françaises dans les marchés publics et appels d'offres publics. Dans l'attribution des marchés publics, les entreprises françaises ont la priorité sur l'attribution, même si les pays africains peuvent obtenir un meilleur rapport qualité-prix ailleurs. En conséquence, dans la plupart des ex-colonies françaises, tous les leviers économiques des pays sont entre les mains des expatriés français. En Côte d'Ivoire, par exemple, les entreprises françaises possèdent et contrôlent tous les grands services publics: eau, électricité, téléphone, transport, port et les grandes banques. C'est la même chose dans le commerce, la construction et l'agriculture. 5. Droit exclusif de fournir des équipements militaires et de former les officiers militaires des colonies. Grâce à un système sophistiqué de bourses, de subventions et les accords de défense attachés au pacte colonial, les Africains doivent envoyer leurs officiers supérieurs en formation en France. La situation sur le continent est telle que la France a formé des centaines, voire des milliers de traîtres. Ils sont tous en sommeil et seront activés en cas de besoin pour un coup d'État ou tout autre but. 6. Le droit pour la France de déployer des troupes et d'intervenir militairement dans les pays pour défendre ses intérêts. En vertu de ce qu'on appelle les accords de défense attachés au pacte colonial, la France a le droit d'intervenir militairement dans les pays africains et aussi de stationner des troupes en permanence dans les bases et installations militaires entièrement gérées par les Français. Lorsque le président Laurent Gbagbo de Côte d'Ivoire a tenté de mettre fin à l'exploitation française de son pays, la France a organisé un coup d'État. Pendant le long processus pour évincer Gbagbo, les hélicoptères de combat et des forces spéciales sont intervenus directement dans les conflits et ont tiré sur des civils. La France a estimé que les hommes d'affaires français avaient perdu plusieurs millions de dollars d'actifs en quittant précipitamment Abidjan en 2006. Pourtant, l'armée française a massacré près de 60 civils non armés et on a blessé 1200 autres. Par la suite, la France a réussi son coup d'État. Elle a fini par transférer le pouvoir à Alassane Ouattara. La France a demandé au gouvernement Ouattara de verser une indemnité à la communauté française pour rembourser les pertes pendant la guerre civile. Le gouvernement Ouattara leur a payé 2 fois le prix de ce qu'ils avaient demandé. 7. L'obligation de faire du français la langue officielle du pays et la langue pour l'éducation. Oui, monsieur, vous devez parler français, la langue de Molière. Une organisation de la langue française et de la diffusion de la culture française a même été créée. Elle s'appelle l'Organisation internationale de la francophonie et possède plusieurs organisations satellites comme l'Agence universitaire de la francophonie, l'Association des maires francophones, etc. Ces organisations sont affiliées et contrôlées par le ministère français des Affaires étrangères. 6. L'obligation d'utiliser le franc CFA, Fonds des colonies françaises d'Afrique. Voilà la vraie vache à lait pour la France. De ce système est même dénoncé par l'Union européenne. Mais la France n'est pas prête à faire tomber ce système économique datant de la colonisation qui met environ
500 milliards de dollars des caisses de l'Afrique dans sa propre trésorerie. Lors de l'introduction de la monnaie euro en Europe, les autres pays européens ont découvert le système d'exploitation français. Beaucoup, spécialement les pays nordiques, ont été consternés et ont suggéré à la France de se débarrasser du système. Mais, sans succès, Paris s'accroche à son fromage. Paris s'accroche à son fromage. Eh bien oui. Donc, je notais où? Je me suis arrêté là où il y a fromage. Paris s'accroche à son fromage. Paris s'accroche à son fromage. Paris s'accroche à son fromage. J'ai fait un mouvement et ça s'arrête là. Paris s'accroche à son fromage. J'en étais sur la 7, 6, 7. Paris s'accroche à son fromage. Paris s'accorde à son fromage. Paris s'accroche à son fromage. Voilà. Maintenant, 9. L'obligation d'envoyer en France un bilan annuel et un rapport d'état des réserves. Pas de rapport, pas d'argent. Quoi qu'il en soit, le directeur des banques centrales des ex-colonies présente le dit rapport lors des réunions biannuelles des ministres des Finances sur les ex-colonies. Ce rapport est ensuite compilé par la Banque de France et les Trésors français. 10. Renoncer à toute alliance militaire avec d'autres pays, sauf autorisation de la France. Pourquoi les alliances militaires régionales en Afrique sont les plus faibles? La plupart des pays ont seulement des alliances militaires avec leurs ex-colonisateurs. Drôle. Mais vous ne pouvez pas faire mieux. La France leur interdit toute autre alliance militaire. Quand un pays passe outre, il subit les courroux de la France. C'est le cas actuel du président centrafricain Faustin Archange Touadéra, qui a courageusement signé un accord militaire et de défense avec la Russie sans en référer à Paris. La France met un point d'honneur et à le faire battre à la prochaine élection présidentielle de décembre 2020. Touadéra, qui n'a renvoyé l'ascenseur à personne depuis son élection, doit chercher à contourner cette fâcheuse situation. 11. L'obligation de s'allier avec la France en cas de guerre ou de crise mondiale. Plus d'1 million de soldats africains se sont battus pour la France, pour la défaite du nazisme et du fascisme au cours de la Seconde Guerre mondiale. Leur contribution est souvent ignorée ou minimisée. Mais quand vous pensez qu'il a fallu seulement 6 semaines à l'Allemagne pour vaincre la France en 1940, il y a quelque chose de presque psychopathe dans la relation entre la France et l'Afrique. La première réaction des gens quand ils apprennent l'existence de la taxe coloniale française est de poser la question jusqu'à quand? À titre de comparaison historique, la France a fait payer à Haïti l'équivalent de 21 milliards de dollars de 1804 à 1945, près d'un siècle et demi, pour les pertes causées aux marchands d'esclaves français par l'abolition de l'esclavage et de la libération des esclaves haïtiens. Les pays africains paient la taxe coloniale depuis
puis seulement 60 ans. Résultat, cela pourrait durer encore un siècle. De plus, si les Africains continuent de dormir sur l'oreille. Correspondance particulière depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Donc j'étais obligé de mettre ça parce qu'on parlait toujours des accords là. Bon, moi je n'ai pas fait le droit, je n'étais pas aux affaires. Autrement, j'ai dit non, mais c'est quoi. Donc je voulais passer. Donc vous voyez, même un niveau intellectuel comme moi, ou autre niveau. Donc on disait ça dans la tête, bon, on parle de ça, c'est quoi. Mais en réalité, Donc je vous mettais le lien de ce document qui est d'Afrique Éducation. Je mettrai le lien en bas et vous pouvez voir tous les contenus avec toutes les réactions. Et merci beaucoup et à bientôt.